La question, est-ce que les otages sont aujourd'hui la primauté, la première préoccupation du gouvernement israélien? Je crains que la première préoccupation soit celle de cette grande ambition politique, de ce rêve d'un grand Israël. Eh bien, la communauté internationale, elle est là pour rappeler Benjamin Netanyahou à ses devoirs, à sa responsabilité, à un moment où un génocide se déroule à Gaza. Vous employez le mot de génocide qui n'a pas été pour l'instant qualifié par la justice internationale. Il a parlé de risque plausible de génocide. Dans la Convention de 1948, il est prévu que c'est une nécessité de prévention et de répression. Oui, mais c'est-à-dire que tous les États sont obligés de prendre des mesures conservatoires pour empêcher ce risque génocidaire de se produire. Oui, mais pour l'instant, la Cour internationale de justice n'a pas jugé sur le fond de cette affaire-là. Les mots ont un sens, mais au-delà de Benjamin Netanyahou, que répondez-vous? Les mots ont un sens. Quand la France a parlé de génocide au moment où se déroulait le génocide rwandais, elle n'a pas attendu qu'il y ait un verdict, ni des juristes, ni des historiens. C'est un devoir de tout État de la communauté internationale. Nous savons tous deux choses. La première, c'est que le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas n'a jamais voulu la reconnaissance d'un État palestinien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a tout fait pour renverser le Hamas. 1,5 milliard de dollars ont été versés au Hamas avec l'acceptation du gouvernement Netanyahou par le Qatar dans un cadre qui est celui du pari de ce gouvernement de développer le Hamas contre l'autre branche palestinienne du Fatah. Donc aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là que le gouvernement israélien doit regarder en face. Dominique de Villepin, avec sa voix grave et accent de vérité, se dresse encore une fois comme l'un des très rares responsables politiques français à oser nommer les choses telles qu'elles sont. Face à l'horreur qui se déroule à Gaza, face aux milliers de vies innocentes fauchées par des bombardements aveugles, face à l'écrasement systématique d'un peuple qui ne demande qu'à vivre. Il refuse le silence complice. Là où d'autres se réfugient derrière des formules diplomatiques creuses, il ose parler de génocide, d'un crime collectif qui déshonore l'humanité entière. Car ce qui se déroule sous nos yeux à Gaza, ce n'est pas une riposte, ce n'est pas une guerre, c'est la poursuite d'un projet colonial qui vise à vider la Palestine de son peuple et à réaliser un rêve, le rêve du grand Israël expansionniste et sans partage. Être aux côtés de Dominique de Villepin, c'est affirmer que la justice ne saurait être sélective, que la mémoire des crimes du passé ne peut pas justifier les crimes du présent, et que la dignité palestinienne vaut autant que tout autre. C'est rappeler que le droit international n'est pas un simple ornement, mais une exigence fondamentale. Dans cette interview, Villepin incarne le sursaut moral qui manque réellement à la classe politique occidentale. Il montre que dire non à l'impunité israélienne, c'est défendre la paix véritable et non l'entretenir par la terreur et l'injustice. Alors donc, Emmanuel Macron va reconnaître au nom de la France l'État de Palestine. Est-ce à vos yeux un moment historique? Oui, c'est un moment historique. D'abord parce que c'est un message d'espoir, même si c'est un espoir ténu pour les Palestiniens, compte tenu de la tragédie humanitaire qui se joue aujourd'hui à Gaza et au drame qui se joue en Cisjordanie. Mais c'est aussi un appel à la responsabilité du gouvernement israélien, qui est aujourd'hui emporté par un hubris après la barbarie du 7 octobre, après le terrible acte terroriste du Hamas. Mais cet appel à la responsabilité, il doit conduire Israël à ouvrir les yeux sur ce qui se joue aujourd'hui et à ne pas céder à la tentation, jour après jour, du grand Israël. Mais c'est pas du tout, pardonnez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous avez entendu la réaction de Benjamin Netanyahou, qui dit il n'y aura jamais de cet État de Palestine qu'il juge terroriste et promet en représailles de doubler le nombre de colonies en Cisjordanie, c'est-à-dire du projet du Grand Israël. Et c'est pour cela que la reconnaissance de l'État palestinien pose un cadre politique. 2 États dont on veut espérer qu'un jour ils pourront vivre côte à côte. Mais c'est un cadre politique qui justement nous sort de la situation d'exception où est aujourd'hui Israël, qui est poussé à l'idée en continu d'agrandir son territoire, porté par cette idée religieuse du grand Israël. Et, nous le savons, avec en face des forces terroristes, des forces islamistes qui elles-mêmes sont portées
par un idéal religieux. Et c'est pour cela que l'engagement qui est pris par la communauté internationale à travers la déclaration de New York et l'acte qui se déroule en ce moment, c'est un engagement très fort de mettre de côté le Hamas, de démilitariser le Hamas, ce qui doit nous offrir la possibilité aujourd'hui d'agir en faveur des otages à travers la négociation, car nous savons que la politique de force ne mènera pas à cette libération. C'est donc la seule solution. La question, est-ce que les otages sont aujourd'hui la primauté, la première préoccupation du gouvernement israélien? Je crains que la première préoccupation soit celle de cette grande ambition politique, de ce rêve d'un grand Israël. Eh bien, la communauté internationale, elle est là pour rappeler Benjamin Netanyahou à ses devoirs, à sa responsabilité, à un moment où un génocide se déroule à Gaza. Vous employez le mot de génocide qui n'a pas été, pour l'instant, qualifié par la justice internationale. Il a parlé de risque plausible de génocide. Dans la Convention de 1948, il est prévu que c'est une nécessité de prévention et de répression. Oui, mais c'est-à-dire que tous les États sont obligés de prendre des mesures conservatoires pour empêcher ce risque génocidaire de se produire. Oui, mais pour l'instant, la Cour internationale de justice n'a pas jugé sur le fond de cette affaire-là. Les mots ont un sens, mais au-delà de Benjamin Netanyahou, que répondez-vous? Les mots ont un sens. Quand la France a parlé de génocide au moment où se déroulait le génocide rwandais, elle n'a pas attendu qu'il y ait un verdict ni des juristes ni des historiens. C'est un devoir de tout État de la communauté internationale. Dominique de Villepin, qu'est-ce que vous répondez à ceux, en dehors de Benjamin Netanyahou, qui disent que reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est une récompense justement pour le Hamas, alors qu'il reste une vingtaine d'otages vivants aux mains du Hamas à Gaza et une vingtaine de corps qui n'ont pas été rendus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un travestissement de la réalité. Nous savons tous deux choses. La première, c'est que le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas n'a jamais voulu la reconnaissance d'un État palestinien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a tout fait pour renverser le Hamas. 1,5 milliard de dollars ont été versés au Hamas avec l'acceptation du gouvernement Netanyahou par le Qatar dans un cadre qui est celui du pari de ce gouvernement de développer le Hamas contre l'autre branche palestinienne du Fatah. Donc aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là que le gouvernement israélien doit regarder en face. Benjamin Netanyahou incarne aujourd'hui l'un des visages les plus sombres et les plus cyniques de la scène internationale. Derrière son discours martelé au nom de la sécurité d'Israël, il cache en réalité une stratégie redoutablement machiavélique, utiliser le Hamas comme un épouvantail utile, un adversaire nourri et toléré dans l'ombre, pour justifier ensuite la répression massive, les bombardements aveugles et l'écrasement systématique du peuple palestinien. Les faits sont connus. Depuis des années, Netanyahou et son entourage ont favorisé financièrement et politiquement la montée du Hamas, permettant à ce mouvement de diviser le camp palestinien et d'affaiblir l'autorité palestinienne, et d'empêcher toute perspective crédible de paix. Ainsi, en nourrissant la bête, il construit de toutes pièces l'ennemi qu'il brandit aujourd'hui pour légitimer un génocide à Gaza. Mais derrière ce cynisme politique se dessine une vision plus vaste, celle d'un rêve expansionniste du grand Israël. Ce rêve n'est pas une chimère isolée. Il s'ancre dans des décennies de colonisation rampante, d'annexion de terres, de destruction de villages et de déplacements forcés. Pour Netanyahou et ceux qui partagent son projet, la Palestine n'existe pas et ne doit pas exister. Chaque bombe, chaque mur, chaque colonie est un pas supplémentaire vers cet objectif. Une terre vidée de son peuple originel, façonnée à l'image d'une puissance arrogante qui se croit au-dessus du droit international. Être contre cette politique, c'est comprendre que Netanyahou n'est pas seulement le premier ministre d'Israël, il est devenu l'architecte d'une stratégie d'impunité totale, prêt à instrumentaliser la peur, le terrorisme et la division pour réaliser son dessein impérial. En finançant indirectement le Hamas, il a sacrifié la sécurité de son peuple pour alimenter une guerre sans fin, une guerre qui lui permet de se maintenir au pouvoir, de détourner l'attention des scandales de corruption qui l'entourent et de masquer l'échec moral d'un État construit sur l'oppression. Puisque les pays arabes, les pays européens, la communauté internationale se proposent
de mettre de côté le Hamas pour donner naissance à une nouvelle autorité palestinienne qui assumera ses responsabilités avec les États arabes à Gaza. Donc il y a aujourd'hui une réponse, une solution alternative qui doit permettre d'obtenir la libération des otages, qui doit être le premier objectif dans cette nouvelle période. Dominique de Villepin, hier, vous avez déclaré sur Radio J, Emmanuel Macron devra rendre des comptes pour son inaction devant le désastre de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant qui il doit rendre des comptes? Devant une commission? Devant la justice internationale? Tous les responsables publics, français, européens, pays arabes, pays internationaux, ont une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous faisons tout ce que nous pourrions faire? Non. Nous avons des outils pour faire pression aujourd'hui sur le gouvernement israélien, en particulier l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il ne s'agit pas de punir le peuple israélien. Il s'agit de faire pression sur un gouvernement qui aujourd'hui agit en forcené. Dans ce contexte-là, nous avons une responsabilité historique, une responsabilité devant les peuples et devant l'histoire, et nous le savons, puisque d'autres drames qui n'avaient peut-être pas la même gravité se sont déroulés. Rappelez-vous, dans l'affaire de l'intervention en Irak, eh bien, le gouvernement britannique a dû faire l'objet d'une commission d'enquête. Dans d'autres drames, il y a eu des tribunaux ad hoc. Donc vous espérez une commission d'enquête contre Emmanuel Macron? Mais ce que j'espère, c'est que chacun puisse tirer les leçons, et avant même d'attendre que la catastrophe soit portée jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a un plan poursuivi par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ce plan, c'est à la fois la déportation de 2 millions de Gazaouis en dehors du territoire, et c'est une politique qui visera à annexer. Il faut le dire avec force et sans trembler. Ce que fait Israël aujourd'hui à Gaza, ce n'est pas une opération de défense, ce n'est pas une guerre, comme on voudrait nous le faire croire. C'est un génocide méthodiquement organisé, implacablement poursuivi, visé à briser un peuple tout entier. Les bombardements n'épargnent ni enfants, ni femmes, ni vieillards. Et les flammes qui consument les ruines ne détruisent pas seulement des maisons, mais la mémoire, l'identité et la dignité de toute une nation. À cela s'ajoute le cynisme absolu d'un pouvoir qui depuis des années a nourri et financé le Hamas, non pas pour la paix, non pas pour la réconciliation, mais pour mieux diviser les Palestiniens et créer un ennemi nécessaire à la politique de terreur. C'est une stratégie de manipulation abjecte. Instrumentaliser le monstre pour ensuite justifier l'extermination. Refuser de dénoncer ce crime, c'est de se rendre complice. Refuser de voir la réalité, c'est de se rendre aveugle par choix. Car tout est clair. Israël, en multipliant les colonies, en imposant un blocus inhumain, en déchaînant ses avions et ses chars contre des civils, poursuit un rêve impérialiste, celui du grand Israël, construit sur les cadavres et les larmes des Palestiniens. Ce projet n'apportera ni sécurité, ni paix. Il n'apportera que haine, instabilité et désespoir, condamnant toute une région à l'enfer éternel de la guerre. Mais ce cauchemar n'est pas une fatalité. L'histoire a montré que les peuples opprimés, malgré la souffrance et les massacres, finissent toujours par relever la tête. Les Palestiniens, eux aussi, porteront leur cause au-delà des murs et des frontières, car leur combat n'est pas seulement le leur, c'est celui de la justice contre la force brute, celui du droit contre l'arbitraire, celui de l'humanité contre la barbarie.